Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous commençons notre roman de Regina Yahoo intitulé Les gemmes de la mort, Bra la villageoise. Nous commençons avec le prologue, mais vous savez que les romans de notre très chère écrivaine Regina Yahoo, les chapitres sont assez longs. Donc, j'ai décidé de scinder le prologue en deux parties afin que ce ne soit pas trop long pour les autres, les uns et les autres. Ainsi, nous allons lire la première partie du prologue. Kye-Jeon s'était réveillée en sursaut. Quoiqu'elle eût réalisé qu'elle était dans son lit, la peur ne la quittait pas. Ses vêtements étaient trempés de sueur. Ce n'était pas à cause de la chaleur, non, mais de ce qui avait entrecoupé son sommeil. Elle se leva, ôta ses habits et s'aperçut que Yeso, son mari, n'était plus près d'elle. La femme haussa les épaules. Cet homme avait toujours préféré dormir à la belle étoile plutôt que dans le lit qu'il avait pourtant acheté fort cher. Elle se recoucha priant pour que le sommeil l'emporte de nouveau. Une mère ne dort jamais d'une traite, c'est sûr. L'avenue de ses enfants la tourmente. Elle, Kye-Jeon, en avait 5. Nemba, l'aîné qui vivait à Abidjan, le second devenu marin qui, après avoir bourlingué de par le monde, n'avait rien trouvé de mieux à faire que de s'installer à Marseille. On pouvait le considérer comme mort puisqu'il ne donnait plus de signes de vie depuis des années. Il y avait aussi les filles, toutes deux mariées et vivant très loin d'ici. Et enfin, Dei, qui était resté au village. Aucun d'eux ne lui causait autant de soucis que Nemba l'aîné. Ah, les enfants! Comment sont-ils faits pour qu'il leur importe si peu que leurs parents souffrent à cause d'eux? L'aube ne devait plus être loin car on entendait le premier chant du coq. Kye-Jeon se rendormit. Yeso rentra dans la caserne, regarda sa femme pendant un petit moment et déposa la natte derrière la porte. Il n'avait pas sommeil. Pourquoi ne pas aller faire un tour au bord de la mer? Il comptait voyager dans la journée, mais n'en était pas très sûr. Une petite promenade ne lui ferait pas de mal d'ici là. Clélé, clélé, clélé. Tcha-tcha, clélé, clé. Chantaient les ballonnets que les danseuses cognaient les uns contre les autres. Le tam-tam crépitait tandis que une grosse femme couverte de kaolin tournoyait. Autour d'elle, il y avait foule. La danse des fétiches empêchait la prêtresse de travailler sans interruption. Les esprits ballottaient la tête de gauche à droite. La femme se rassit enfin et parla. « N'oublie pas ce que je viens de te dire. Fais tous les sacrifices, sinon. » Kye-Jeon se réveilla de nouveau en sursaut, tremblante et couverte de sueur. Une fois de plus, les souvenirs, ces horribles souvenirs, étaient venus troubler son repos. Depuis des années, elle avait creusé un trou dans sa mémoire et croyait l'y avoir enfui. Mais ces jours-ci, ses paroles avaient refait surface, ces paroles maudites qui essoraient son âme pour en extraire tout ce qu'elle y cachait. Kye-Jeon poussa un petit cri en découvrant son mari penché sur elle. Revenu de sa promenade, il l'avait vue s'agiter dans son sommeil et s'était arrêté pour lui venir en aide s'il besoin était. Étonné, il demanda à sa femme ce qui n'allait pas, mais celle-ci détourna la tête sans rien dire. Yeso pria pour que tout se passe bien. Il avait une affaire importante à traiter ce matin. Se rendre chez son ami Grégbe et lui annoncer que sa fille l'intéressait. Mais avant cela, il avait une réunion avec des cousins et frères ainsi que son fils Nemba, l'instituteur qui ne devrait pas tarder à les rejoindre. Celui-ci allait devenir très prochainement directeur d'école et le célibat dans lequel il semblait se complaire risquait de constituer un handicap pour cette promotion. L'homme sortit de la cour pour satisfaire un pressant besoin naturel. À son retour, Nemba et ses oncles prenaient le petit verre d'alcool matinal. Tous semblaient d'excellente humeur. Yeso salua le groupe. On lui répondit et lui fit une place à s'asseoir. L'un de ses frères lui lança une plaisanterie. Yeso rit. Il se sentait bien lui aussi ce matin. L'arrivée de Nemba la veille au soir y était certainement pour quelque chose, car le fils ne répondait pas toujours présent quand son père le convoquait au village. On allait rentrer rapidement dans le vif du sujet. Tête baissée, Nemba laissait vagabonder ses pensées. Il réfléchissait à ce que venaient de lui dire son père et ses oncles. Il aurait dû être marié depuis longtemps, c'est vrai.
et il était grand temps qu'il se décidât à sortir du rang des célibataires. Mais le problème, c'était que ses parents n'avaient pas l'intention de le laisser épouser la femme de son choix. Nemba, le temps passe et un homme n'est pas un rocher, il n'est pas éternel, dit Yeso le père. Je le sais, père, bredouilla Nemba. On ne le croirait pas. Depuis des années, nous te parlons en vain de ce problème. Tous les partis susceptibles de t'intéresser n'existent plus. Ces jeunes filles s'étant un temps mariées. Heureusement, en ce moment, il y en a une qui pourrait devenir ton épouse si tu le voulais bien. Qui est-ce? Demanda Nemba avec une curiosité polie. C'est Bra, la fille de mon ami Bégré. Quoi, cette gamine? S'écria Nemba. Une gamine. Bra est nubile depuis des années déjà. C'est une femme exemplaire. Dans ce village, il n'y a pas une fille plus sérieuse et plus travailleuse. C'est pratiquement elle qui tient la maison de ses parents. Et une telle pelle n'a pas encore trouvé d'acquéreur, dit Nemba d'un ton moqueur. Bien sûr que si, mon enfant. Mais Bégré n'a pas d'autre enfant et ne veut la donner qu'à quelqu'un en qui il ait confiance. Et il faut qu'on te le dise. Bégré a confiance en ton père, ajouta Lévry. Le frère aîné de Yeso. Nous pourrions même entreprendre les démarches très rapidement, Nemba. Laissez-moi le temps de réfléchir sérieusement à tout cela, proposa Nemba qui, tout à coup, se sentit traqué. Nemba répliqua calmement Yeso. Cela fait des années que tu nous tiens le même langage. Tu imagines que, cette fois aussi, nous nous laisserons berner? Non, papa, je n'essaie pas de vous tromper, protesta-t-il. Vraiment? Écoute-moi bien, mon fils, c'est décidé. Nous demanderons la main de Bras pour toi. Tu n'as aucun souci à te faire. Un jour, tu nous en remercieras. Le choix d'une épouse est une affaire d'extrême importance. Il faut la traiter le cœur et l'esprit tranquille. L'amour viendra ensuite, l'essentiel pour le moment étant les qualités de maîtresse de maison et les propensions à être une bonne mère de famille. Chez nous, les Africains, on ne se marie pas parce que l'on s'aime, mais c'est parce que l'on est marié que l'on s'aime. Nemba leva la tête. La joie ne se reflétait absolument pas sur son visage au dur maxillaire. La résignation qui avait fait place à la panique dans son cœur s'imprimait lentement sur sa physionomie. Papa, je te donne carte blanche. Faites mes oncles et toi ce que vous jugerez bon. Je suis votre fils et vous ne pouvez choisir que ce qu'il y a de meilleur pour moi, dit lentement Nemba. Enfin, te voilà redevenu raisonnable, s'écria Yeso avec un accent de triomphe dans la voix. Dieu merci. C'est très bien, mon enfant, le félicita Lévry. Véritablement soulagé, Yeso envisagea son retour à la cuisine avec joie. Kadjeroun serait si heureuse. Elle s'inquiétait beaucoup pour Nemba. Comment un homme qui avait réussi à avoir une telle situation sociale pouvait-il mener une vie aussi dissolue? Nemba avait une foule de femmes dans sa vie. Il tournoyait au milieu d'elles, se dispersant corps et bien dans cette ville d'Abidjan. Il n'avait reconnu que 4 enfants alors qu'il en avait engendré beaucoup plus. Oh, ce n'était pas des racontars, Nemba en était bien capable. De qui tenait-il cette passion pour les jupons? Tout le monde se le demandait. En tout cas, Kadjaoun serait à son tour soulagé de voir son fils se fixer un peu. Nemba, tu peux partir maintenant si tu veux, mais il faut que tu reviennes au village dès que possible. C'est entendu, père. Sois sans inquiétude, nous agirons pour le mieux, ajouta Lévry. Je n'en ai jamais douté, répliqua Nemba en cachant sa contrariété. Yeso n'était pas dupe. Il savait parfaitement que son fils n'était pas fou de joie face à ce mariage, mais il ne s'en inquiétait pas. Nemba avait bien du mal à s'arracher à ses pensées qu'il trouvait tristes. Toujours décidé pour les autres. Qu'est-ce donc que ce pays où l'on est marié majeur? Qu'est donc ce pays où l'on n'est jamais majeur, mais toujours l'enfant de quelqu'un ou de son héritier? Tant qu'on est en vie, on est sous tutelle. Ceux qui vous ont donné la vie prennent des engagements pour vous. C'était très bien d'épouser la virginale Bra, mais et les autres? Que leur dire? Ils pouvaient toujours jouer les victimes, mais pendant combien de temps encore? Les parents venus pour la petite réunion rentraient. Nemba prit congé d'eux au seuil de la cour, laissant à son père le soin de les reconduire. D'ailleurs, il était temps pour lui de regagner Abidjan. On l'attendait. Yeso revint sur ses pas et cria à sa femme qui se lavait qu'il se rendait chez les parents de Bra.
Bras justement se mordit involontairement la langue. On parlait sûrement d'elle. Comme s'il s'était agi d'un mégot, elle fit tomber de sa bouche ce qui lui restait de son long cure-dent. Une douleur lui rappela ce que lui avait dit sa mère quelques années plus tôt. Tu as une grande fille à présent, tu es une femme. Parce que ce jour-là, elle avait saigné d'une manière incompréhensible. En effet, elle ne s'était pas assise sur quelque chose qui put la blesser à l'endroit le plus intime de son corps. Elle avait dès lors compris que c'était le signe annonçant qu'elle pouvait à son tour enfanter. Elle se souviendrait longtemps encore du ton sur lequel sa mère l'avait mise en garde contre les jeunes gens du village qui ne songeaient qu'à déshonorer d'innocentes filles à marier. La jeune fille ramassa d'un adroit coup d'ourou le tas de cendres qui s'était amoncelé sous le trépied en fer. Puis elle commença à balayer la cuisine dont le sol n'était pas cimenté. Les parents de Bras disaient ne pas en avoir les moyens et la mère espérait que sa fille trouverait un bon mari qui s'en chargerait. Le mot venait d'être lâché, mari. Tout tournait autour de ce dernier depuis toujours, se dit Bras. Apparemment, elle ne vivait que pour devenir une épouse modèle. On lui ressassait qu'elle devait savoir tenir une maison, être un parfait cordon bleu, être sérieuse, c'est-à-dire chaste, pure, pour plaire à celui qui viendrait la demander en mariage. Il n'y en avait que pour cet illustre inconnu qui, à présent qu'elle était devenue femme, ne devrait plus tarder à se montrer. On balayait aussi l'autre côté de la cour. C'était la mère de Bras, un bout de femme au teint très foncé à qui Bras ressemblait beaucoup. La mère et la fille étaient à présent les deux seuls éléments féminins de cette maison, car les filles, élevées par les parents de Bras, avaient toutes rejoint leur domicile conjugal et la dernière s'était mariée il y a à peu près 10 jours. Bégré et sa femme avaient aussi des garçons à la maison, mais ils travaillaient hors du village et ne rentraient qu'en fin de semaine. Une usine venait d'ouvrir ses portes dans le chef-lieu de la sous-préfecture et comme beaucoup de leurs camarades, ils y étaient employés. Le village de toute façon semblait bien désert car des femmes et des jeunes filles avaient elles aussi pris le chemin de l'usine. Il fallait bien gagner sa vie. Attendre les récoltes, c'était trop long et rien ne prouvait que les parents vous donneraient une part des bénéfices. Les récompenses en nature, c'était bien beau, mais l'argent frais était bien utile aussi à partir d'un certain âge. Bras n'avait ni frère ni sœur de sang. Oh, il paraît que sa mère avait eu des enfants avant elle. 2 garçons et une fille, mais ils étaient morts tout bébés. Il ne fallait pas pour autant en conclure qu'elle était une enfant gâtée, à qui on laissait faire tout ce qui lui passait par la tête. Bras avait reçu la même éducation stricte que tous les enfants ayant grandi dans la maison familiale et sa mère n'était pas un être particulièrement expansif. Ne parlons pas du père qui, par essence, ne devait montrer aucun sentiment de tendresse. La jeune fille vit arriver celui-ci. Ils échangeaient les salutations du matin et Bégré prit place sur un tabouret. Aussitôt, Bras s'empara du seau en fer blanc qu'il avait apporté et se hâta en direction du tonneau. Elle expliqua d'un ton d'excuse à son père que l'eau de la marmite n'était pas encore chaude, mais qu'elle lui donnerait celle du tonneau qui était tiède. Il ne répondit pas. Bras remplit donc le seau et, devançant son père, l'emporta dans la paillote qui servait de salle d'eau. Elle s'assura que le sable fin qui recouvrait le sol était net, vérifia la propreté de la dalle sur laquelle on se tenait pour se laver et sortit avec un soupir de soulagement. Elle se félicita d'avoir balayé la paillette au bain la nuit à l'heure du coucher, quoiqu'elle sût qu'elle encourait ainsi les fautes de sa mère. Cette dernière avait horreur qu'on violât les interdits. Elle avait souvent dit à Bras qu'il ne fallait pas balayer la nuit parce que cela portait malheur, que l'on ne devait pas manger appuyé sur une main posée à plat sur le sol parce que la mère de celui qui le faisait en mourait, que l'on ne devait pas chanter en se lavant parce que les mauvais esprits pouvaient emporter votre voix et vous tuer. Il y en avait tellement. Quand cela l'arrangeait, Bras n'en tenait nul compte et quand sa mère la surprenait, qu'est-ce qu'elle prenait? Un sermon en bonne et due forme qui durait facilement 1 heure. Bégré se réjouissait à l'avance de la douche qu'il allait prendre et suivait sa fille de son pas lourd. Bras craignait cet homme. C'était un être peu bavard mais capable de se faire obéir d'un simple mouvement de sourcil sans avoir à discuter. Il n'était pas prompt à user de la chicotte, mais
On mettait tout en œuvre pour ne pas le contrarier. Bégré n'était-il pas responsable de tous les enfants qu'on lui avait confiés au même titre que la sienne propre? Sans vouloir faire la moindre différence, il se dit qu'à présent, il devait redoubler de vigilance vis-à-vis de Bras, aussi bien dans l'intérêt de la jeune fille que dans celui des membres de la famille. Leur honneur à tous était en jeu. Bras étant une fille, enfant unique, nul autre ne pourrait laver la réputation de ses parents qu'une quelconque souillure si elle se conduisait mal. Ainsi s'achève la première partie du prologue. Qu'avons-nous retenu de cette partie? Nous avons compris dans cette partie que les parents de Nemba, un homme âgé, mûr, vacciné, instituteur de son état, voulaient lui trouver une femme car ils estimaient qu'il avait trop tardé et qu'il lui fallait une femme. Que pensons-nous de cette technique? Le monsieur n'était vraiment pas content. Il n'était pas aussi joyeux. On peut dire que il a dû se laisser faire parce qu'il n'avait plus d'arguments pour repousser cette idée de ses parents. Est-ce que cela présage quelque chose de bon? C'est vrai que par le passé, certaines personnes ont dû se faire imposer le choix d'une femme et par la suite, ils ont même aimé cette femme. Mais avec le résumé du roman que nous avons lu, nous savons déjà qu'il ne va pas aimer Bras et qu'elle aura vraiment des problèmes dans ce foyer. Et nous avons aussi retenu qu'il y avait beaucoup d'interdits en Afrique. Et moi, pour ma part, pour quelqu'un qui est allé à l'école, qui a fait de longues études, je suis d'accord avec ces interdits parce que nous, la jeune génération, nous ne considérons pas ces interdits alors que cela s'avère toujours vrai. Tout ce que nos aïeux ont dit comme interdit, il faut les respecter. Et quand on ne le fait pas, on s'en prend qu'à nous-mêmes à la fin, nous nous mordons les bras. Et moi, pour quelqu'un qui est chrétienne, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui est allé loin dans les études, je crois aux interdits africains et je pense que il faut les mettre en pratique, il faut les écouter car cela est vrai. C'est basé sur quelque chose. C'est vrai qu'on ne nous donne pas les explications, mais nous voyons toujours que lorsqu'on brave les interdits, on trouve toujours malheur en chemin. Alors, cette première partie, on voit déjà que Nemba a accepté la mort dans l'âme. Il n'avait pas le choix, que ses parents lui trouvent une épouse qui est Bras, la fille de Bégré. Mais est-ce que ce mariage-là va aller jusqu'au bout? Est-ce que la villageoise serait heureuse dans ce foyer? On aurait pu lui donner un ultimatum et le laisser venir présenter une épouse et nous l'imposer une femme. C'est vrai que maintenant, notre génération de maintenant, beaucoup sont seuls parce que, ayant dépassé l'âge de 18 ans, 20, 25 ans pour les unes, pas de mari. Et l'on se dit que, si nos parents faisaient cette pratique qu'ils faisaient à l'époque de trouver des jeunes filles aux hommes, peut-être que nous serions mariés. Mais il faut aussi savoir en Afrique, parce que l'Africain pense que se marier est quelque chose de respectable. Quand on se marie, ça veut dire que oui, on est sorti la tête de l'eau. Mais le mariage n'est pas une fin en soi. Car deux fois, voir quelqu'un célibataire ne veut pas forcément dire que cette personne n'a pas envie de se marier. Mais cela peut être aussi dû que cette personne n'a pas encore trouvé la personne selon son cœur, la personne qui épouse sa volonté, la personne qui marcherait comme il le voulait et la personne avec qui il se sentirait uni, avec qui il se sentirait en joie. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec la suite de notre deuxième partie du prologue. Bye!